Vous écoutez Arte Radio. En 1988, l'année du grand concert à Wembley avec les Simple Minds, Eurythmics et tout un tas de stars pour soutenir Nelson Mandela qui était en prison depuis 25 ans à l'époque, j'étais en classe de 4e. Et je me souviens que notre professeur d'anglais, Madame Ducarouge, nous avait fait travailler tout un trimestre sur l'apartheid. On avait fait des exposés sur la ségrégation, vu plein d'images de Soweto et de Johannesburg, avec les écriteaux « Whites Only » placardés partout sur les murs de la ville et les bancs publics. Elle nous avait aussi fait apprendre les paroles d'Assi Bonanga, la chanson de Johnny Clegg and Savuka. Et moi, j'étais à fond la caisse. Je me revois chanter quasi les larmes aux yeux avec ma copine Nadège Glandier. Voilà, j'avais 13 ans et je pense que c'était la première fois que je me sentais vraiment concernée et révoltée par une actualité politique. Sauf que ce qui est un peu étrange là-dedans, c'est que pas une seule fois, dans ce moment où j'étais pourtant en train de prendre conscience de ce que pouvait être la violence du racisme, pas une seule fois, je ne me souviens m'être demandé comment ça se faisait que dans mon petit collège public du centre-ville de Lyon, des Noirs, il y en avait zéro. Enfin, si, il y avait les dames qui nous servaient à la cantine et les agents d'entretien. Mais ça non plus, ça ne me questionnait pas tellement, ni le fait d'ailleurs que j'avais jamais eu d'amis noirs, et qu'à part Yannick Noah et Michael Jackson, dans mon panthéon personnel, il n'y en avait pas non plus. Mais je ne voyais pas le problème. Il était là, sous mes yeux, tous les jours, mais je ne le voyais pas. Comment c'est possible d'être aveugle à ce point-là ? Alors, vous vous demandez peut-être, où est-ce qu'elle veut en venir là ? Elle va quand même pas nous faire le coup de Martine découvre son privilège blanc. Et je vous comprends, c'est comme les gars qui racontent leur prise de conscience féministe pour se faire bien voir. On a envie de les claquer. Mais il se trouve que, dans son dernier livre, l'autrice française noire Amandine Gay décortique en profondeur ces espèces de mécanismes cognitifs qui permettent aux Blancs de s'aveugler, de ne pas voir le racisme, où il se niche, les situations pourtant très concrètes qu'il produit. Amandine Gay, elle parle d'ignorance blanche. Je vois rien, tu vois quelque chose ? Non, rien du tout, c'est tout couvert. Historiquement, elle nous vient de très très loin, cette ignorance blanche, mais elle prend tout un tas de formes contemporaines bien retorses, donc il faut pas trop se croire épargné par le phénomène, même si on a lu James Baldwin et qu'on est persuadé d'être une personne blanche déconstruite. De toute façon, ça n'existe pas. Moi, je sais pas, je suis pas blanc. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ? C'est vrai, il faut demander à un homme blanc. Toi, par exemple, homme blanc. Vivons heureux avant la fin du monde. Ton prénom, c'est Cyril. Est-ce que tu souffres d'un complexe de supériorité ? On est mal. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. Non, voilà, ils avouent pas, c'est ça le problème. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Gary Salin et produite par Arte Radio. Épisode 37. Ouvrir les yeux sur l'ignorance blanche. Je pense qu'au quotidien, tu réagis pas de la même manière si t'es blanc ou si t'es autre. Dans son dernier livre, qui s'appelle « Vivre libre », Amandine Gay raconte comment elle a grandi au sein d'une famille blanche, parce qu'elle a été adoptée, dans un petit village près de Lyon, ce qui lui a valu d'être aux premières loges pour observer la faculté des personnes de son entourage à ne rien voir, à passer complètement à côté de ce que elle, Amandine, vivait en tant que petite fille noire.
Et paradoxalement, le souvenir d'enfance emblématique pour elle de cette ignorance blanche, elle le raconte au tout début du livre, c'est une chanson de Paul McCartney et Stevie Wonder qui cartonnait à l'époque en tant qu'hymne antiraciste. Comme moi je suis née en 84, c'est vrai que moi en fait j'ai quand même beaucoup entendu parce que mes parents écoutaient Radio Nostalgie, sur laquelle elle avait quand même tendance à passer assez régulièrement. Les années 80-90, en fait c'est quand même un moment où il y a beaucoup de tubes pop sur les blancs, les noirs, on est tous amis par le biais de l'amour, etc. Il y a quand même une espèce d'obsession dans les années 80-90. Et cette chanson, Ebony and Ivory, quand je l'ai entendue enfant, j'ai trouvé ça super. Les paroles exactes, c'est donc l'ébène et l'ivoire, live together in perfect harmony, side by side on the piano keyboard, donc côte à côte sur le clavier du piano. Oh Lord, why don't we? Donc pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas faire la même chose donc, que les touches du piano? Ebony and ivory live together in perfect harmony. Moi, je pense que je l'ai vraiment apprécié au premier degré quand j'étais petite. Parce que j'ai baigné aussi dans cet environnement. Donc moi, je suis adoptée, j'ai grandi dans une famille blanche, à la campagne lyonnaise, donc dans un milieu quasi intégralement blanc. Voilà, l'autre noir, c'était mon frère. J'ai un frère qui est lui aussi adopté. Donc on était 2 noirs dans ma famille et dans mon village. À l'école où j'ai été, il y avait une famille de Caribéens et une famille de Réunionnais. Donc on était quand même pas très très nombreuses et nombreux. Et moi je pense que j'ai beaucoup souscrit justement à tout le discours sur l'universalisme républicain français, le creuset républicain. Parce que quand même, on est dans un pays qui produit un discours sur lui-même qui est très intense. C'est un peu comme la chanson de Stevie Wonder et McCartney. On a envie d'adhérer. Enfin, je veux dire, la mythologie sur la société française, dès la petite enfance, ça me passionnait. Enfin, je veux dire, voilà, moi j'avais 5 ans là, quand il y a eu le bicentenaire de la Révolution, c'était un gros truc à la télé. Enfin, moi j'ai grandi avec cette idée de, voilà, on est tous ensemble, on se fond tous dans la nation française, etc., sans distinction, sans différence. Parce qu'il y a quelque chose de très désirable aussi. Et en même temps, je suis une fille noire. Donc moi, je grandis, et tous ces idéaux qui me sont assénés en permanence, je vois bien que c'est pas vrai. On a les violences policières, on a la discrimination à l'embauche, on a les inégalités salariales. Et donc, en fait, l'analogie, elle a aucun sens parce que les touches du piano noir et blanche, elles n'ont pas une histoire de violence qui les lie. Quand on dit « mais pourquoi ne vivons-nous pas en harmonie ?» En fait, ce qu'on demande subtilement aux personnes noires, c'est de ne pas raviver une histoire douloureuse, c'est de prétendre que cette histoire n'a pas d'écho dans le présent, c'est de se taire. Cette injonction à l'harmonie, qu'Amandine Guet débusque derrière un refrain pourtant tout gentillet, c'est la première forme d'ignorance blanche qu'elle a expérimentée. Non, là, si je vois rien du tout, hein. Une sorte d'incitation latente à faire comme si on ne voyait pas le problème. Et elle l'a intégré très tôt dans l'enfance, en essayant tout le temps de jouer le jeu de la bonne copine noire sympa, comme elle dit, qui fait pas d'esclandre. Viens, ma chérie, on va t'allonger chez le docteur. Qu'est-ce que t'as comme mal, ma chérie? Qu'est-ce que t'as comme mal? C'est grave, je veux dire. Enfant, adolescent, je pouvais avaler beaucoup de couleuvres parce que c'était très important pour moi d'être avec les autres. Je voulais vraiment être acceptée. Par exemple, la politesse, c'était très important. Être invité chez quelqu'un et bien se tenir, ne pas faire honte à mes parents, etc., c'était très important. Donc, par exemple, moi, j'aurais jamais répondu à des propos racistes tenus à table par les parents de mes amis, ce qui m'est arrivé à de nombreuses reprises. Et je pense que la première fois où j'ai répondu, mais j'étais quand même déjà sur la fin de collège, peut-être même au lycée, au père d'une de mes amies qui était... en plus, ouais, c'était un policier, donc l'incarnation du policier raciste dans son cas. Mais ce jour-là, il a dit quelque chose, et c'était sur les Noirs et les Arabes.
Il y avait cette idée qu'il y avait des petites villes autour, et puis que le bordel allait arriver dans d'autres villages, parce que voilà, les Noirs et les Arabes arrivaient. Et j'ai quand même réussi à dire, oui, mais enfin, je pense pas qu'on puisse dire ça sur tous les Noirs et les Arabes. Ça c'était mon max de rébellion à l'époque. Et moi, j'ai été effondrée, et l'ami en question ne m'en a jamais reparlé derrière. Je n'ai plus jamais été manger chez eux, puis j'ai arrêté de fréquenter cette fille. Mais c'était beaucoup ça qui se passait, c'est-à-dire que moi, en fait, je sortais de la vie des gens. Et c'est peut-être ça le plus difficile à comprendre quand on grandit, c'est de voir que les personnes blanches de notre entourage, donc dans mon cas, mon entourage était intégralement blanc, m'aimaient vraiment. Et en fait, je me disais, mais comment est-ce que c'est possible que ces personnes qui disent m'aimer ne voient pas que c'est un acte raciste ? Patricia, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce Félix. Tu veux savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes. Un problème? Ça ne vient pas de nous, j'espère. Alors, quel problème? Il est noir? Si ça me gêne, alors là, mais pas du flou. Une fois, je me sens très bien au collège, il y a une camarade de classe qui m'a dit « Bon, bah, quand même, t'es belle pour une noire. » Ça, c'est vraiment un classique. T'es belle pour une noire, quand même. Quand même, ça passe, genre. Et je suis bien sûre que c'était une phrase qui était complètement violente et déplacée, mais quand on est petite, c'est tellement banal. Il y a plein d'anecdotes comme ça où tu veux prendre la main d'un camarade, d'un petit garçon en fait, de dire non, je veux pas que tu me prennes la main parce que t'es noir, etc. Donc quand depuis la tendre enfance ça t'arrive, eh ben, tu as intérêt à adopter des stratégies qui des fois peuvent s'apparaître du laxisme, mais en même temps, si on relève quotidiennement ce qui se passe, on s'en sort plus quoi. Laurie a 24 ans. Après leur arrivée de Centrafrique, ses parents se sont installés dans une petite ville des Deux-Sèvres avec 9000 habitants, des champs de colza, une conserverie de champignons où a longtemps travaillé son père et, aux dernières élections législatives, 40% de bulletins de vote pour le Rassemblement national. On est né dans ce contexte-là où ces comportements sont courants. Et au collège, même au lycée, comme il y avait peu de personnes noires, aux yeux des Blancs, on était forcément affiliés, forcément cousins. Ou même, on devait forcément se mettre en couple, je me souviens très bien. Il y avait très peu de garçons noirs, mais on avait 2 ou 3. Et je sais qu'il y a des personnes blanches, même mes amis, mes proches quand même, disaient alors, est-ce que tu vas finir en couple avec Laurie ? C'était quelque chose qui était hyper gênant parce que je ne connaissais pas ces garçons noirs en question. Même eux, ils ne me connaissaient pas, donc il y avait ce malaise, cette gêne. Et quand j'exprimais ça à mes amis, pour elles, c'était pas grave. Enfin, c'est drôle, quoi. Parce que le mot racisme, ça les dépassait. En fait, c'est pas du tout ça, au contraire. Et donc, forcément, je ne disais rien. J'exprimais un malaise, mais je voyais qu'il n'y avait pas de réponse en face. Donc, tu dis rien, tu dis, bon, c'est peut-être moi qui exagère, et tu passes à autre chose. Et c'est ça le plus dur, en fait, cette ignorance bien pensante, se dire que la personne n'est pas méchante, mais en fait, ce qu'elle vient de dire est raciste. Et donc, en fait, c'était hyper dur, en grandissant, de faire comprendre aux personnes blanches qu'elles ont des biais racistes. C'est horrible de dire « t'es raciste » et tout, c'est horrible. Pour la personne se sent attaquée, reconnaître ça, on dirait que c'est leur arracher un membre, quoi. Et le pire, c'est que nous, on doit faire l'effort de les éduquer. L'éducation, c'est la répétition, apparemment. Il faut être pédagogue. Et quand on est pédagogue, apparemment, il faut utiliser aussi un ton qui est calme. Il faut qu'on ait un débat apaisé pour transmettre tes idées. Il ne faut pas que tu me hurles dessus. Oui, mais en fait, on est fatigué. Quand ça fait des années que tu vis ça, t'en as marre. Cette fatigue que Laurie ressent, Maboula Soumaoro, qui est maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'université de Tours, a trouvé une bonne formule pour la désigner. Elle appelle ça la charge raciale, sur le modèle de la charge mentale que les femmes utilisent dans les couples hétérosexuels pour essayer, elles, de faire capter aux hommes le poids invisible que ça représente, de savoir très bien que si c'est pas elle qui pense à prendre le rendez-vous chez le pédiatre pour les rappels de vaccins, personne d'autre n'y pensera dans cette foutue baraque. Il y a quelqu'un qui m'aiderait là.
Et d'ailleurs, quand je lui ai demandé, avec mon air enfariné, de m'expliquer cette notion si intéressante de charge raciale, Mabula Soumaoro m'a gentiment fait comprendre qu'elle commençait à en avoir un peu ras-le-bol. Qui a besoin de se faire expliquer la charge raciale? Moi, j'ai l'impression que les personnes qui sont défavorablement racialisées ou racisées, elles savent exactement ce que c'est. Et l'autre chose qui l'énerve, ça elle l'explique très bien dans son livre Le triangle et l'hexagone, c'est d'être obligé de s'appuyer sur une notion qui a déjà le vent en poupe, comme la charge mentale, pour que ça ait une chance d'arriver jusqu'au cerveau des Blancs. Mais bon, Mabula Soumaoro a accepté de s'y coller une fois de plus. La charge raciale, c'est très concret. Vous entrez dans un espace, vous n'êtes pas de la couleur de la majorité. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la charge raciale, c'est l'idée d'avoir une sorte d'hypervigilance et d'hyperconscience de la signification de son corps. Imaginons, nous sommes là dans un espace professionnel. J'arrive, je suis professeur, je suis maîtresse de conférence. Je n'ai pas le corps de ce à quoi on associe traditionnellement le corps d'une maîtresse de conférence. À une autre époque, ça aurait pu être mon corps de femme, tout simplement, puisque les femmes ont longtemps été exclues de ce monde universitaire. Aujourd'hui, une femme maîtresse de conférence, ça existe. Est-ce qu'une femme noire maîtresse de conférence, ça existe? Enfin, est-ce que ça a pénétré la psyché collective? Donc moi, si j'arrive dans une pièce où se retrouvent des collègues ou même des étudiants ou des étudiantes, et qu'on me dit ce qui s'est passé. Oui, madame, il y a un seau qui a été renversé là-bas. Est-ce que vous pourriez aller nettoyer? En dépit de la façon dont je suis habillée, en dépit du maquillage que je porte ou pas, en dépit de tout ça. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je peux répondre, enfin, me défendre et répondre. Et je ne suis absolument pas la personne qui est responsable de ce type d'occurrence. Et là, c'est la deuxième phase. Je suis désolée. Je ne savais pas. Mais non, c'est pas ce que vous croyez. Non, nous sommes collègues, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas raciste et je vous en supplie, dites-moi que je ne le suis pas. Et donc moi, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que les enjeux, c'est de passer pour la femme noire en colère, celle à qui on ne peut rien dire, la collègue difficile? Ou est-ce qu'il faudrait que j'arrondisse les angles justement pour rentrer dans ce collège professionnel auquel je suis censée appartenir? Et donc moi, je vais me poser des questions. Je fais un scandale ou je ne fais pas un scandale? Je vais rassurer mon collègue ou ma collègue ou je ne le rassure pas? Je vais prendre des airs hautains et dire je ne suis absolument pas la femme de ménage à laquelle vous pensez? Ou est-ce que je vais dire non, je vais aller ramasser moi-même ce seau? Toutes ces questions-là, elles sont pour moi. Il y a toute cette gymnastique mentale que je dois faire. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est plutôt ça d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Il y a un tel aveuglement qu'il revient à la personne qui subit ces agressions de mettre un terme ou de lever le voile sur cet aveuglement. Et ça, c'est du travail. Quand Mabula Soumaoro m'a raconté cette histoire de salle des profs, évidemment, j'étais outrée. Mais juste après, je me suis demandé si mon indignation n'entretenait pas aussi quelque part mon ignorance blanche à moi. Parce que, en écarquillant les yeux comme ça sur des comportements aussi grossiers dont moi, je suis persuadée d'être incapable, je cherche sans doute plus à me rassurer qu'à examiner mes contributions plus insidieuses à la charge raciale. Là aussi où on se comprend absolument pas entre personnes noires et blanches, c'est qu'effectivement, si une fois par an, il y avait un idiot qui nous disait psit, ou qui nous insultait, mais c'est quotidien. C'est plusieurs fois par jour, c'est ça qui rend zinzin. C'est, je rentre dans une boulangerie, on ne me dit pas bonjour. Après, derrière, je vais faire mes courses au supermarché. Le vigile me suit dans le truc du supermarché. Ensuite, je m'assieds dans le bus. La petite mémé tient son sac vers elle parce qu'elle a peur que je lui vole. Ensuite, je vais passer une audition et on me dit « Ah, mais faites-nous l'accent africain ». Et ben moi, en fait, à la fin de la journée, je n'en peux plus. Merci bien. Merci madame. Parce que c'est l'accumulation
ça me vient dans le cadre professionnel, ça me vient dans le cadre amical, ça me vient dans le cadre intime, sexuel. Moi, je vis tout ça en direct, et les personnes blanches autour de moi ne le vivent quasiment jamais. Et quand elles sont à côté de moi, elles ne le voient pas toujours. Pas trop cuit, ça ira comme ça? Je sais bien qu'il y a un pan de la population qui est activement raciste, mais je pense aussi qu'il y a un vrai pourcentage de la population qui comprend pas ce qui se passe. Par exemple, de dire, mais enfin, si tu te rappelles, quand on a été chez cet épicier, à moi, il m'a pas dit bonjour. Et puis là, la personne dit, ah oui, c'est vrai. Mais à chaque fois qu'on va se rappeler de cette anecdote, la personne va me dire, mais non, mais tu sais, c'est bien, on va à l'épicerie qui est là, ils sont super sympas. Et je dis, bah non, moi, j'y vais pas parce qu'ils me disent pas bonjour. Et puis la personne me dit, ah bah oui, c'est vrai. Et du coup, à la 14e fois, je me dis, bah t'es con ou quoi? T'étais là, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, moi, quand les gens me disent, je me rappelle pas, je me disais, mais t'es de mauvaise foi en fait. Tu veux pas te rappeler. Tu veux pas voir. Et donc, effectivement, moi, j'ai eu toute une phase de ma vie où je me disais, bah, les personnes blanches de mon entourage, c'est pas vrai, elles m'aiment pas. Elles sont mauvaises, elles sont mal intentionnées. Enfin, je veux dire, qui a oublié 14 fois une anecdote? Pourquoi je dois te la raconter 14 fois? Et je me suis rendu compte que c'était plus complexe que ça, en fait. C'est même beaucoup plus complexe, mais fascinant. Parce qu'à force de se demander comment les Blancs de son entourage pouvaient être aussi bouchés, ce qui se passait dans leur tête, Amandine Gay a fini par découvrir le travail d'un philosophe noir qui a été une révélation pour elle, Charles Mills. Et c'était pas gagné d'avance parce que Charles Mills, en France, vous en avez déjà entendu parler, il est très peu connu. Et pour cause. Déjà, il est américain, originaire de la Jamaïque, où il est né en 1951. Mais surtout, dans ses livres, Charles Mills déterre ce qu'on préférerait laisser bien enfoui dans le sous-sol de notre histoire, la source originelle qui alimente depuis le début notre ignorance blanche. Et c'est pas de la cristalline. Elle est plutôt saumâtre, la source. J'essaye de vous expliquer. Pour Charles Mills, il faut creuser jusqu'à la couche de sédiments déposés au milieu du XVIIe siècle. Pourquoi remonter si profond? Parce que le milieu du XVIIe siècle, c'est le moment où, on est censé l'avoir appris en cours d'histoire géo, en Europe, de grands philosophes comme Hobbes, puis plus tard les Lumières, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, ont posé les bases de ce qui est censé fonder notre organisation en société. Comment on fait pour vivre ensemble? Et ce qui est placé au socle de l'édifice, souvenez-vous vos petites fiches Bristol de révision, c'est le principe du contrat social. Ça vous revient? L'ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. La volonté générale est toujours droite et tend toujours à l'utilité publique. Le contrat social. Ce beau pilier qu'on est très fier d'avoir érigé en Europe parce qu'il sous-tend la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et c'est là que le pilier, il trempe dans l'eau croupie. Ce que Charles Mills dit, c'est que, bon, l'idée du contrat social, normalement, c'est tous les êtres humains, c'est pour tout le monde. Mais en fait, l'universel français, il a la petite astérix avec la mention de bas de page. Et c'est là que c'est fascinant. Et c'est là que la lecture de Charles Mills, moi, me fait exploser le cerveau. Parce qu'effectivement, l'astérisque, elle est sur être humain. Parce qu'au moment où est fondée cette théorie du contrat social, par des philosophes britanniques, allemands, français, il y a toute une partie de l'humanité qui est définie comme non humaine. On a eu, en fait, en 1550, la controverse de Valladolid. En Europe, c'est ce moment où on essaie de déterminer quel est le statut des Africains et quel est le statut des autochtones des Amériques, pour savoir, au moment de ces grandes premières conquêtes coloniales, comment on va se répartir ces territoires. Si ce sont des êtres humains, ils peuvent être convertis au catholicisme. Et donc, on peut éventuellement, s'ils acceptent de se convertir, leur laisser la vie sauve, et d'où le génocide des autochtones des Amériques, qui ne veulent pas se convertir au catholicisme, et donc, à partir de là, on peut les éliminer. Mes chers frères, aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres
humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, ou si au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'empire du diable. Et puis, pendant qu'on colonise et qu'on peuple les Amériques, on a besoin de main-d'œuvre. Et donc là, en fait, il se trouve que dans cette grande controverse de Valladolid, un autre groupe a été considéré comme non humain. Et ce groupe-là, ce sont les Africains. Et donc, puisqu'ils sont non humains, ils sont assimilés à un statut de bien meuble dans le cadre du code noir qui existe en France, c'est-à-dire qu'on peut en faire commerce comme des objets, et qui n'ont donc aucun droit, et qui ne sont donc pas humains. Et donc au moment de l'établissement du contrat social, on se dit, les êtres humains construisent des sociétés, se mettent d'accord, et donc fondent un contrat social. Ben oui, mais donc il y a déjà toute une partie de l'humanité qui est exclue de fait. Et c'est là que Charles Mills dit, ce que nous appelons contrat social, au moment où il est fondé, ce n'est pas un contrat social, c'est un contrat racial. C'est un contrat qui vise l'égalité, pas entre tous les êtres humains, mais l'égalité entre blancs. C'est même pas vrai au moment où c'est fondé, puisque c'est entre hommes blancs à l'époque, c'est même pas les hommes et les femmes blanches. Et ensuite, il y a effectivement un tour de passe-passe, un moment de prestidigitation, qui est que c'est nommé contrat social, ce n'est pas nommé contrat racial. Et donc on fait ainsi disparaître la domination raciale qui est déjà à l'œuvre du fait de l'histoire coloniale esclavagiste. Et ça, pour moi, c'est le moment où je me dis « Ah, mais en fait, là, du coup, tout fait sens. On n'était pas dans l'universel. » C'est ça qui s'est passé, en fait. Dès le départ, quand on promeut l'universel, ce n'est pas ça qu'on promeut. Bon, moi, ça, l'image du tour de prestidigitation que les sociétés européennes se sont jouées à elles-mêmes, attention, mesdames et messieurs, la domination raciale, qu'on est justement en train d'instaurer avec la traite transatlantique et toutes les joyeusetés qui s'en suivent, abracadabra, elle a disparu. Et hop, regardez ce qui sort du chapeau à la place, une magnifique affirmation d'égalité entre les hommes. Ça semble énorme, plus c'est gros, plus ça passe, mais ça éclaire comment, depuis le début, on se mystifie nous-mêmes. Charles Mills, il parle carrément d'auto-hallucination collective. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, si on disait de but en blanc, mais non, le contrat social n'existe pas, c'est un contrat racial, les gens ils vont vous dire, mais non, mais n'importe quoi, t'as pété un plomb, t'es obsédé par le racisme, etc. Alors qu'en fait, le socle de la magie, c'est cet accord tacite que le public veut pas vraiment savoir. Parce que, au fond, quand on va voir un spectacle, on sait bien que c'est pas réellement un lapin qui est apparu dans le chapeau. On sait bien que c'est de la dextérité, c'est de créer des diversions, etc. Et finalement, le contrat social, qui est en fait un contrat racial, il repose sur cet accord tacite entre les dominants du monde occidental, qui, au moment où c'est établi, sont les hommes blancs du XVIIIe siècle, et puis le grand public. Donc, personne n'a envie de se dire « je suis un monstre, je suis un vilain, je fais partie des dominants, etc. » On le sait, au fond, c'est écrit dans les livres d'histoire. Les livres d'histoire ne disent pas qu'il n'y a pas eu d'esclavage. Mais malgré ça, on l'oublie conséquemment. À quel moment aussi on choisit de ne pas regarder? On choisit de garder ce qui nous intéresse de notre histoire. Quelle est notre part de participation? Quand on vous le dit comme ça, ne pas savoir, ça peut aussi être quelque chose d'ordre volontaire. C'est plus précis que l'ignorance. J'ai me sens au lycée et tout, en seconde, quand on se présente au début de l'année, on vient de différents collèges en fait. Et donc, je m'appelle Laurie. Ah bon, tu t'appelles Laurie? L'étonnement est total. Je vois dans les yeux des gens que c'est pas possible. Il y a un mystère en fait, il y a une ambiguïté. Ils s'attendent à ce que j'ai un prénom comme Fanta, Fatoumata, Mamadou. Et voilà ce qui me gêne dans tout ça. C'est que si tu te penches un peu sur l'histoire, tu apprends que oui, des Français sont venus sur un territoire qui n'était pas le leur, l'ex-Oubangui-Chari, donc la République africaine, qui ont imposé aussi leur culture. Donc oui, c'est totalement logique que mes grands-parents s'appellent Antoinette et Jean, et que mes parents s'appellent Daniel et Nadège. En fait, quand on y pense, c'est totalement logique.
On le voit à l'école, on parle de la colonisation, la décolonisation, on parle de l'esclavage au collège et au lycée. Mais est-ce qu'on assimile, est-ce qu'on comprend ce que le prof d'histoire-géographie dit? Est-ce qu'on se dit, bon, c'était il y a longtemps, aujourd'hui, c'est pas comme ça? Ou si on connecte à 2025? Et j'ai l'impression qu'il y a des gens dans mon entourage qui n'ont pas fait la connexion, en fait. Ils ont étudié à l'école, ça se trouve, ils ont eu 20 sur 20 à l'évaluation sur le jour même, et ils n'ont pas connecté qu'en fait, ah oui, j'ai une amie, ou j'ai une copine, ou j'ai une camarade de classe, qui est en fait littéralement le fruit de cette histoire qui est très violente. Ce type d'incohérence cognitive, ne pas connaître ce qu'on a pourtant appris à l'école, comme dans l'histoire que vient de raconter Laurie, là, mais aussi l'amnésie sélective, le déni, la mauvaise foi, l'aveuglement volontaire, toutes les formes en fait que peut prendre l'ignorance blanche, Charles Mills propose de les relier à la même origine historique. Ce moment fondateur du contrat social qui dissimule en réalité un contrat racial qui ne dit pas son nom. J'ai simplifié, mais c'est l'idée. Et donc, si on veut avoir une chance de sortir de l'ignorance blanche, il faut travailler, apprendre ce que l'on ignore, ou plutôt comprendre comment on a appris l'ignorance, comment elle s'est fabriquée au fil du temps, les savoirs scientifiques même qu'on a produits pour l'entretenir, parce qu'il y a eu plein d'étapes différentes qui se sont accumulées, et sans un vrai travail en profondeur, en gros, on est voué au retour du refoulé. Je me souviens que quand j'étais en classe de CM1, j'ai un instituteur qui nous a fait un cours d'histoire sur la question de la traite transatlantique. Et ce professeur-là, cet instituteur, que j'aimais beaucoup en plus, pour parler de cette question-là, il m'a fait venir devant toute la classe. Et il a fait venir une camarade qui était blonde aux yeux bleus aussi. C'est ces instants ambivalents où d'un côté, je suis devant toute la classe et le prof m'a remarqué, c'est moi qui vais servir d'exemple. Mais d'un autre côté, il m'utilise pour dire regardez, les fesses en arrière, les lèvres lippues, la couleur noire. Les personnes comme ça ont été envisagées comme inférieures. Et la chevelure blonde, les yeux bleus, la peau blanche, voilà, ce sont les personnes qui ont été fabriquées comme supérieures dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est un peu ambivalent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que maintenant je le comprends. Mais sur place, il m'a dit de me lever. Enfin, j'aurais jamais dit je vais pas me lever. J'ai jamais dit mais comment ça j'ai les fesses en arrière ou comment ça les lèvres lippues. Jamais. Je me suis levée et c'est tout. C'était pas consciemment violent, mais c'était étrange quand même. Parce que je me souviens très bien avoir, en riant, essayé de faire comprendre à mes camarades que je pouvais être en colère contre eux, mais qu'en fait non, je suis pas en colère contre eux. Il y a une sorte de conscience simultanée. Si moi, je suis cette noire-là et cette personne réduite en esclavage-là, je peux vous en vouloir à vous, les Blancs. Mais je ne vous en veux pas. Et je vais plaisanter un peu avec ça. Donc c'est comme si à un moment, je rentrais un peu dans le personnage et je dois comprendre à un certain niveau ce que ça veut dire et ce que ça a signifié historiquement et ce que ça signifie dans notre présent. Et je pourrais vous le faire payer. Mais d'un autre côté, je ne vous le fais pas payer. Nous sommes tous amis dans la classe de notre instituteur chéri, qui lui, d'ailleurs, je pense qu'il l'a fait avec toute sa bonne volonté. Voilà, il voulait nous faire prendre conscience, mais je pense qu'il n'avait pas du tout conscience du... C'est pas comme ça qu'il faut faire. On n'a pas besoin de gentillesse et de bonne volonté. On veut des spécialistes, des gens formés, des gens érudits. Nous sommes toutes et tous susceptibles de perpétuer la violence, d'avoir des biais, mais est-ce qu'on en a conscience? Et est-ce qu'on désire activement être dans ce travail qui vise à sortir de l'ignorance? Voilà, Amandine Gay vient d'annoncer à peu près le programme du prochain épisode. Il y a du boulot, donc on se motive. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Ebony and Ivory, can we look at this realistically? Arte Radio. Ebony and Ivory.
Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.